Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 14 avril, en pleine période des vacances scolaires pour la zone A et C. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour décrypter 5 actualités économiques mondiales à retenir cette semaine. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça, il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Quorum l'Épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles, en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, on est parti pour le tour d'horizon de l'actualité économique mondiale et on commence par s'intéresser à la hausse de la taxe foncière pour l'année 2024. Alors en plus de l'augmentation de base de 3,9% à l'échelle nationale, cette année liée au taux d'inflation, certaines municipalités ont déjà évoqué des augmentations additionnelles des impôts locaux. C'est le cas de Nice avec une augmentation sur les propriétés bâties qui passe de 29% en 2023 à 35% en 2024. C'est plus 14% à Annecy, plus 14,5% à Nancy ou encore plus 10% à Villeurbanne. Les autres communes ont jusqu'au 15 avril, donc demain, pour rendre leur décision finale. Alors la raison principale évoquée par les communes est l'augmentation du budget pour financer les services publics comme les crèches, les écoles, les équipements sportifs, etc. Et pour augmenter leur budget, environ 15% des communes françaises avaient déjà augmenté la taxe foncière de près de 32 millions de propriétaires en 2023. D'après les chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, cet impôt avait progressé en moyenne de 9,3% entre 2022 et 2023 dans les 200 plus grandes communes du pays. Selon l'Association des maires de France, pour beaucoup de communes, la taxe foncière représente désormais 63% de leurs recettes contre seulement 30% en 2017. Et Frédéric Zumbil, juriste de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, explique, je cite, « En 2024, il est probable que la majorité des villes votent en faveur d'une hausse supplémentaire de la taxe foncière, donc au-delà des 3,9%, alors que la plupart des 38 millions de Français redevables de la taxe foncière s'en acquittent en une seule fois. Il est possible de demander la mensualisation du paiement de sa taxe foncière. Cela permet, au bout du compte, d'étaler les versements sur plusieurs mois. La demande s'effectue sur le site impôt.gouv.fr. Pour la deuxième actualité, on part en Espagne, où le pays va supprimer les visas dorés pour les investisseurs immobiliers étrangers. En fait, l'Espagne est devenue le dernier pays de l'Union européenne à supprimer les Golden Visas qui attiraient des milliers d'investisseurs immobiliers étrangers, mais dans un même temps, ces visas ont provoqué la flambée des prix des logements en Espagne. Introduits en 2013, ces visas permettent aux investisseurs ayant dépensé au moins 500 000 euros dans l'immobilier d'obtenir le droit de vivre en Espagne. La Commission européenne a également critiqué ces visas dorés, citant des risques de sécurité ainsi que des inquiétudes concernant d'éventuelles corruption, blanchiment d'argent et évasion fiscale. En fait, en Espagne, bon nombre des quelques 10 000 visas dorés accordés au cours de la dernière décennie ont été attribués à des citoyens russes et chinois, a déclaré un responsable gouvernemental. Et ces visas permettent aux bénéficiaires de vivre dans le pays pendant au moins 3 ans. Alors bien que ces visas dorés puissent être obtenus via diverses formes d'investissement, comme la création d'entreprises, l'investissement direct dans des entreprises du pays ou encore l'investissement dans l'innovation, en Espagne, 14 visas dorés sur 100 accordés étaient liés à l'achat d'une propriété. Et ces investissements immobiliers étaient concentrés dans des pôles touristiques tels que Barcelone, Valence, Madrid et Palma de Majorque, ce qui a contribué à la flambée des prix dans ces villes. Pour la troisième actualité, on s'intéresse aux États-Unis qui proposent d'utiliser les actifs russes gelés pour financer l'Ukraine. En fait, 260 milliards d'euros d'actifs russes sont bloqués par l'Occident depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Ces actifs sont principalement des produits financiers basés en Europe et ont rapporté pas moins de 3,85 milliards d'euros d'intérêts depuis le début de la guerre, et cette tendance devrait se poursuivre dans les prochaines années. Dans ce cadre, les États-Unis ont soutenu l'idée de confisquer la totalité des réserves et de les remettre à l'Ukraine, une idée qui pourrait cependant violer le droit international et déstabiliser les marchés financiers selon plusieurs responsables de l'Union européenne. De leur côté, les pays de l'UE préféreraient donner à l'Ukraine uniquement les bénéfices générés par les actifs russes sous-jacents. En fait, l'idée est d'utiliser les bénéfices futurs pour acheter des armes pour les autorités ukrainiennes, tandis qu'une partie serait consacrée
à la reconstruction du pays déchiré par la guerre. En supplément, la proposition américaine est d'utiliser une partie des bénéfices pour émettre de la dette auprès de l'Ukraine et donc de percevoir des intérêts en provenance de l'Ukraine avec à la base des actifs russes gelés. Un responsable européen a déclaré que cette dette pourrait rapporter entre 30 et 40 milliards d'euros sur la base des bénéfices estimés des fonds russes au cours des 10 prochaines années. En revanche, on peut se demander ce qu'il adviendrait de cette dette si la guerre devait prendre fin dans quelques années et si les avoirs étaient dégelés et restitués à la Russie dans le cadre d'un accord de paix. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse au déficit public de la France en 2024 qui va se creuser encore plus que prévu. Initialement prévu à 4,4% du PIB en 2024, le déficit devrait finalement atteindre 5,1% cette année selon Bercy, après avoir déjà enregistré un déficit public de 5,5% en 2023. Conséquence logique, le gouvernement va devoir sabrer dans les dépenses publiques. 10 milliards d'euros d'économies à réaliser cette année sur le budget de l'État ont été annoncés en février par Bruno Le Maire. Et en fait, c'est le maximum qui pouvait être taillé par décret sans avoir à passer par un projet de loi de finances au Parlement. Mais au bout du compte, 10 autres milliards vont devoir aussi être trouvés pour rester dans les clous de 5,1% de déficit cette année, a prévenu Bercy ce mercredi. C'est donc au final 20 milliards d'euros à trouver en 2024. Et le reflet de ce climat anxiogène se retranscrit directement dans le taux d'épargne des Français, c'est-à-dire le pourcentage des revenus placés sur des comptes d'épargne comme le livret A, le LEP, le PEL, etc. En fait, le taux d'épargne s'établit à 17,8% en France fin 2023, soit au-dessus de sa moyenne depuis 2020, qui, elle, gravite autour des 14,9%. Autrement dit, les Français, qui affichent donc l'un des taux d'épargne les plus élevés du monde et bien au-dessus de la moyenne de la zone euro, épargnent plus que d'habitude, ce qui reflète au bout du compte une certaine appréhension dans la trajectoire économique. Ce mercredi, le gouvernement a annoncé qu'il visait toujours un retour du déficit sous les 3% du PIB en 2027, conformément à ses engagements européens. Le gouvernement prévoit d'atteindre 2,9% du PIB en 2027, passant pour cela par un déficit de 4,1% du PIB en 2025, puis 3,6% en 2026. Pour 2025, le gouvernement a déjà annoncé 20 milliards d'euros de coupes budgétaires sur l'ensemble des trois postes, l'État, la Sécu et les collectivités. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à l'hécatombe des constructeurs de maisons. En fait, entre janvier et mars 2024, c'est 284 entreprises spécialisées dans la construction de maisons individuelles qui ont connu une défaillance, selon une étude du cabinet Altar. Et c'est en fait 33% de plus qu'au cours du premier trimestre 2023. Alors par défaillance, on parle ici d'une procédure de sauvegarde de l'emploi, d'un redressement judiciaire ou encore d'une liquidation judiciaire auprès d'un tribunal de commerce ou judiciaire. Et ces défaillances inquiètent non seulement les salariés des entreprises concernées, mais aussi les ménages qui sont dans un processus de construction de maisons et qui craignent des arrêts de chantier en cas de faillite. Et cette tendance ne touche pas que les petits constructeurs. Le constructeur AST, numéro 2 de la construction de maisons individuelles en France, a annoncé la suspension de sa cotation en bourse l'année dernière. Alors ces complications s'expliquent naturellement par la remontée rapide des taux de crédit l'an passé, qui a désolvabilisé une grande partie des candidats à l'achat immobilier neuf, mais aussi par la hausse des coûts de construction, elle-même alimentée par l'inflation des prix des matériaux depuis 2 ans, et aussi par la mise en place de nouvelles normes de construction environnementale plus exigeantes en 2022. Un cocktail explosif qui a réduit le chiffre d'affaires de moitié pour certains acteurs de la construction. Et les constructeurs les plus fragiles sont donc dans l'incapacité de trouver un garant qui les soutienne en cas de défaillance, ce qui est une condition obligatoire avant d'entamer le moindre coup de pelleteuse. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.